Tout le monde, allez, on plonge aujourd'hui dans un sujet qui sort carrément de l'ordinaire, la chirurgie des moutons. Et oui, on pourrait croire que soigner un mouton, c'est exactement comme soigner un gros chien, mais alors, pas du tout. L'idée de ce décryptage, c'est de prendre des infos vétérinaires hyper pointues et de les rendre super simples, même pour ceux qui n'ont jamais mis les pieds dans une ferme. Bref, on va tout décomposer ensemble et ça va être passionnant. Au programme d'aujourd'hui, on fait simple et efficace avec 5 grandes étapes. On va parler des bases de la chirurgie, puis on enchaînera avec les défauts de naissance, les complications de la reproduction, la gestion des petits et grands traumatismes, et enfin, on terminera par les interventions de routine. Allez, c'est parti. Première étape de notre décryptage, les bases de la chirurgie. Alors, il faut savoir qu'il y a un fossé énorme entre soigner un animal de compagnie et un animal de production. Pour nos chiens et chats, les anesthésions classiques sont disponibles partout. Mais pour un mouton, eh bien, c'est une toute autre histoire. En fait, beaucoup de ces médicaments ne sont pas officiellement approuvés pour eux. Du coup, les vétérinaires utilisent ce qu'on appelle le principe de cascade pour justifier l'utilisation de traitements non approuvés en cas de besoin. Et puis soyons réalistes, l'aspect financier joue un rôle énorme. La valeur du troupeau va vraiment dicter jusqu'où on peut aller chirurgicalement parlant. Mais attention, avant même de penser à sortir un bistouri, il y a toute une préparation en amont qui est absolument cruciale. C'est une vraie chorégraphie. Il faut savoir exactement comment l'animal va être manipulé avant, pendant et après. L'équipe médicale doit anticiper les pépins liés à l'anesthésie, le personnel infirmier doit être au taquet sur la procédure, et bien sûr, il faut prévoir les fluides et les antidouleurs de routine. Rien ne doit être laissé au hasard. On passe à notre deuxième partie, les défauts de naissance. Et oui, les soucis médicaux peuvent apparaître dès les toutes premières secondes de vie d'un agneau. L'un des trucs les plus fréquents, c'est ce qu'on appelle l'entropion. C'est un défaut héréditaire où la paupière s'enroule littéralement vers l'intérieur. Imaginez un peu la sensation. Les cils frottent non-stop contre l'œil. C'est hyper douloureux pour l'agneau et ça tourne presque toujours à l'infection. Et comme c'est un problème qui se transmet de génération en génération, la règle d'or, c'est d'écarter de la reproduction les béliers qui en sont porteurs. Quand on regarde de près un œil atteint par un entropion marqué, c'est assez frappant. La paupière est complètement retournée et l'irritation saute aux yeux. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça se soigne super bien. Un petit pli chirurgical sur la peau ou même parfois juste une injection d'antibiotiques pour retendre un peu tout ça, et hop, l'animal est soulagé quasiment tout de suite. Ensuite, on trouve 2 autres anomalies de naissance assez classiques. D'abord, la hernie ombilicale. Ça peut être génétique ou bien c'est juste la mère qui a été un peu trop enthousiaste en nettoyant le nombril de son petit à la naissance. Quoi qu'il en soit, la chirurgie marche super bien pour ça. De l'autre côté, on a l'atrésie anale. C'est un nom savant pour dire que l'agneau naît sans anus visible. Du coup, l'animal gonfle, c'est très inconfortable et dangereux. L'opération peut le sauver si le vétérinaire arrive à reconnecter le tube digestif. Mais attention, pour ces 2 cas précis, même sauvés, ces agneaux seront destinés uniquement à la viande. Hors de question de les garder pour la reproduction. Troisième étape de notre décryptage, les complications de la reproduction. La période de l'agnolage, c'est vraiment le moment de tous les dangers, souvent à cause du stress ou d'une grosse fatigue de la mère. Il y a 2 urgences majeures qui peuvent se ressembler mais qui se gèrent très différemment. D'un côté, le prolapsus du col de l'utérus. En gros, c'est une masse qui ressort avant la naissance, due à une faiblesse physique. On règle ça sous anesthésie épidurale avec un harnais ou un point de suture très spécifique qu'on appelle le point de Bunner. De l'autre côté, le prolapsus utérin. Lui arrive après l'agnolage. C'est une urgence absolue. Et le truc crucial à retenir, c'est que le vétérinaire doit d'abord obligatoirement corriger un manque de calcium, une hypocalcémie, avant même de replacer l'utérus. Et petite précision, ces brebis-là finissent généralement par être retirées du troupeau par la suite. Allez, 4e point, la gestion des traumatismes. C'est inévitable, la vie en troupeau et les manipulations agricoles amènent toujours leur lot de petits ou de gros bobos. Pour les plaies superficielles, l'approche est très directe. Faut savoir que la plupart du temps, ce sont juste des petits accidents pendant la tonte. C'est malheureux, mais ça arrive. Le protocole est simple, mais super rigoureux. Un nettoyage extrêmement minutieux, on referme le tout soigneusement et on donne des antibiotiques à large spectre pour éviter que les bactéries du milieu agricole s'y installent. Mais que se passe-t-il si c'est plus grave, genre une patte cassée? Là, on a 3 étapes clés pour un agneau. 1. On applique un demi-plâtre en résine, ce qui donne de très bons résultats. 2. On immobilise toujours l'articulation juste au-dessus et juste en dessous de la fracture. Et 3. C'est le point vital, il faut absolument changer le plâtre au bout de 2 semaines. Et oui, un agneau grandit à une vitesse folle. Si on oublie de changer le support, c'est le plâtre lui-même qui va blesser l'animal, ce qu'on appelle une complication iatrogène. On attaque maintenant notre 5e et dernière section, les interventions de routine. Ce sont vraiment les actes les plus courants dans la gestion quotidienne d'un troupeau.
Prenons la castration, par exemple. Ce n'est vraiment pas fait au hasard, la loi est même super stricte là-dessus. Dans les premières 24 heures de vie d'un agneau, on ne touche à rien, le stress serait beaucoup trop intense. Ensuite, pendant la première semaine, la loi autorise l'utilisation d'anneaux en caoutchouc par un berger expérimenté. Fait amusant mais très sérieux, il faut avoir plus de 17 ans pour avoir le droit de le faire. Par contre, si l'animal a dépassé les 3 mois, l'opération devient beaucoup plus lourde. Elle doit obligatoirement être faite par un chirurgien vétérinaire et sous anesthésie s'il vous plaît. Mais au fait, pourquoi on pratique la castration? C'est une excellente question. D'un point de vue agricole, il y a plusieurs vraies justifications. Déjà, ça évite que la viande ne développe un goût ou une odeur désagréable, typique des béliers entiers. Ensuite, ça rend les animaux beaucoup plus dociles et faciles à manipuler pour les éleveurs. Et pour finir, en supprimant la testostérone, ça empêche tout simplement les bagarres inutiles et les comportements sexuels indésirables dans l'enclos. Côté méthode, il y a 2 écoles, mais la balance penche très fortement d'un seul côté. La technique dite sans effusion de sang, avec des anneaux ou une pince appelée Burdizzo, est largement privilégiée. Faut juste faire hyper attention à ne pas endommager l'urètre et surveiller les risques de tétanos si la peau est coupée. De l'autre côté, la castration ouverte avec retrait chirurgical est quasiment abandonnée aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le risque d'infection avec l'environnement et surtout d'attirer les mouches, ce qu'on appelle les miasmes, c'est tout simplement trop dangereux pour l'animal. Un autre acte de routine classique, c'est la coupe de la queue. Là encore, il y a une règle anatomique stricte. La queue doit toujours rester assez longue pour couvrir la vulve chez la femelle et l'anus chez le mâle. Ce qui est super intéressant, c'est que nos sources soulignent que cette pratique est de plus en plus remise en question, vu qu'on peut souvent éviter les soucis sanitaires tout simplement en tondant soigneusement la laine autour de l'arrière-train, une méthode qu'on appelle le dagging. Juste un petit mot sur une procédure très spécifique, la vasectomie. C'est utilisé pour créer des béliers qu'on appelle des bouts-en-train. Leur job, stimuler les femelles sans pouvoir les féconder. C'est une opération d'une précision absolue. Le vétérinaire doit être hyper bien formé pour ne pas abîmer le pénis ou compromettre l'afflux sanguin vers les testicules. Et c'est fou, mais il faut vraiment bien choisir la race du bélier, car certaines brebis sont complètement indifférentes aux avances de mâles d'une race différente. Pour boucler ce décryptage, je voulais m'arrêter sur une phrase vraiment marquante de nos textes de référence. Les techniques sont constamment réévaluées à la lumière de ce qui est nécessaire pour le bien-être de l'animal. C'est ça le cœur du sujet. Que ce soit pour la gestion de la douleur, l'amélioration des naissances ou la législation, la médecine vétérinaire agricole n'arrête pas de s'adapter. On cherche en permanence le point d'équilibre parfait entre les besoins de l'élevage et le respect de l'animal. Ce qui nous laisse avec une vraie question. Quelles seront les prochaines avancées éthiques qui vont révolutionner l'agriculture de demain? Abonnez-vous pour plus de vidéos simples et éducatives.